faire pour vraiment dénoncer ces crimes-là qui sont perpétués année après année. Et voilà, nous nous sommes organisés au départ, nous étions quelques personnes et nos frères et sœurs qui sont de part et d'autre des États-Unis, on était déjà confrontés à beaucoup de difficultés par rapport à la distance géographique, parce qu'on sait que les États-Unis, c'est 20 fois plus grand que la France, donc c'est autant de fois plus difficile de nous joindre d'un bout à l'autre, mais nous étions déterminés vraiment à nous faire entendre et à porter la voix de nos frères en Côte d'Ivoire qui étaient empêchés, qui sont encore empêchés de s'exprimer. Donc, la marche du 10 septembre, on a eu des personnes qui sont venues du Texas, des personnes de New Jersey, ceux qui sont dans la région de New York. Ça s'est très bien passé. Et c'est partant de là que la machine mortifère de Ouattara et son clan se sont mis en marche. Donc, il y a eu de l'intimidation, il y a eu tentative de corruption aussi, il faut le dire. Et le 22 septembre, nous avions retenu cette date et juste après, le clan Ouattara ont fait distribuer des brochures comme quoi le 21, c'est-à-dire un jour avant notre date prévue, le 21 et le 22, donc un jour avant notre date prévue, et le jour même où nous allions manifester, ils ont prévu aussi ces jours-là pour manifester, mais c'était une espèce de contre-manifestation. Nous étions là pour dénoncer le viol de notre constitution, les tueries en masse qui se font encore sur notre territoire et les vols de sommes faramineuses qui se font jour après jour en Côte d'Ivoire. Et Ouattara, tout bonnement, a décidé de faire de ce jour un jour de manifestation où il serait félicité pour la paix et le développement. C'est un peu l'injure à toute la population ivoirienne et même africaine. Donc, il a été voir le maire de New York. Au niveau de la NYPD, ils ne nous ont pas dit exactement mot pour mot, mais la date que nous avions demandée, c'était le 22 septembre. Et le permis que je reçois était le 22 octobre, donc repoussé un mois. Et donc, je me rends à la NYPD, je dis, mais il n'en est pas question. Nous sommes dans un pays où le droit de la liberté est respecté, le droit de s'exprimer est respecté. Comment est-ce possible? Donc, ils nous ont expliqué que voilà, d'État en État, quand un État reçoit un pays et que le gouvernement de ce pays se dit menacé par un groupe de personnes pour la sécurité, pour les relations diplomatiques, ils doivent s'accommoder. Et moi, j'avais déjà été à la NYPD et expliqué un peu la situation en Côte d'Ivoire, ils le savaient. Et les preuves palpables sont faciles à trouver. J'y allais avec la pancarte du frère Nguessan Toussaint, la pancarte de la sœur Pulchérie Vallée et d'autres. Donc, à leur niveau, ils ont certainement fait des recherches et ils ont vu que les criminels, c'est pas nous, les dangereux, c'est pas nous. Donc, on a eu quand même plusieurs allers-retours comme ça et finalement, moi, j'ai dit, il va falloir qu'on ne se taise pas ce jour-là. Il va falloir qu'on y soit, coûte que coûte. Et notre but était simple. Peu importe le nombre de personnes, nous avions fait une réunion et finalement, il y a 6 personnes qui étaient déterminées à se présenter ce jour-là. Et donc, sous une pluie battante, nous sommes partis. Et nous avons eu raison de partir parce que la liberté d'expression a été tenue ce jour-là. Nous avons pu démontrer de 1 à Ouattara et sa clique que partout où ils iront, leurs crimes les suivront partout sur cette planète Terre. De 2, de démontrer que lui qui voulait qu'on l'acclame pour la paix et quoi encore, le développement, il a été suivi par ces crimes et même les sardinards qu'il a payés n'étaient pas présents. On a pu montrer sur Elvic TV qu'ils étaient maximum 7 personnes. Et nous avons aussi montré que Ouattara ne peut pas supprimer la liberté d'expression ici aux États-Unis et qu'il ne devrait même pas pouvoir le faire en Côte d'Ivoire. Donc la marche du 22 septembre a été une marche réussie. C'est vrai qu'on s'est fait insulter par le clan, les gens de Ouattara, des gens qu'ils payent pour nous insulter, pour nous intimider, mais nous sommes allés au bout de ces 3 objectifs. Et 2 jours après, nous avons marché aussi pour soutenir nos frères du Mali,
puisque M. Ouattara incrimine le gouvernement malien, nous avons pu montrer que c'est un criminel qui tente d'incriminer des Maliens qui ont pris la responsabilité de tirer leur pays des mains de cette France-Afrique que M. Ouattara défend. Ça n'est suivi d'autres marches. Et plus on avance, plus on a des personnes qui nous rejoignent. Et voilà, moi, je suis confiante au fait que nous allons dénoncer et nous allons avoir gain de cause à travers les marches et à travers d'autres actions aussi que nous mettons en place. Voilà, on l'a vu. Voilà, merci beaucoup, Madame Mata Touré. On l'a vu d'ailleurs. Au début, aucun média ne s'intéressait aux manifestations, aux marches que vous organisez, soit à New York, soit à Washington, et même à Paris. On est quand même surpris de voir que les grands médias français ont passé totalement là-dessus, sur les manifestations qui ont lieu. Mais hier, vous étiez encore dans les rues de New York devant le siège de l'ONU, et cette fois-ci, la Voice of America, qui est, bon, je me permets de nommer, qui est un média très sérieux du gouvernement américain, est venu couvrir la manifestation. Et ça dit que votre voix commence à être entendue par les hommes qui tiennent le pouvoir aux États-Unis, qui est la première puissance, celle qui a un droit de décision sur ces dictateurs africains. Exactement, M. Isaac Kofi. Il y a d'autres médias américains aussi qui nous suivent, qui nous posent des questions, à qui on accorde des interviews, qui ne souhaitent pas être mis au devant pour le moment, mais il y a des enquêtes qui sont menées et avec des preuves irréfutables, nous intervenons pour défendre notre pays. La Voice of America était là hier. Et ils ont écouté, il y a une partie qui a été diffusée, il y a une partie de l'interview qu'ils gardent, voilà, et qu'ils mènent aussi leurs enquêtes pour voir ce qu'est vraiment le cas de ce groupe de personnes-là qui font partie de la France-Afrique, hein, qui volent, qui tuent, qui pillent, qui violent, aussi bien au Tchad, en Côte d'Ivoire, que dans les 14 pays dits francophones, qui sont sous la dictature française, il faut le dire. Plus nous avons des personnes hautes placées qui adhèrent, et à un moment donné, ces résultats vont porter, c'est sûr. Merci beaucoup, Madame Mata. Je me tourne vers M. Kamara Daouda. M. Kamara, une fois de plus, bonsoir. Et au cours des manifestations, il y a bien sûr les drapeaux de tous les pays africains qui sont brandis dans les rues de Paris. Je le précise, mais il y a aussi les posters des prisonniers politiques, et parmi ces prisonniers, on a M. Soul Toussoul, l'ambassadeur Soul Toussoul, qui est de M. Guissoro. Je rappelle que vous êtes un cadre important du RDR, vous avez été de la création, du GPS, vous avez été de la création du MPCI, ce mouvement qui a soutenu Alassane Ouattara, qui l'a porté au pouvoir. Aujourd'hui, quand vous voyez que Alassane Ouattara emprisonne ceux qui ont donné leur vie pour lui, quel sentiment est-ce que vous avez? Et puis, quel est le sentiment que vous avez aussi à l'égard des manifestants qui brandissent les pancartes, qui brandissent des pancartes avec les photos de vos collaborateurs, de vos amis aujourd'hui incarcérés par celui-là même que vous avez cru qu'il apporterait la démocratie en Côte d'Ivoire? Je voudrais en tout cas vous saluer, vous remercier. Je voudrais aussi apporter vraiment juste une précision que je ne sais pas à la création du MPCI. Ça, c'est quand même important d'apporter cet éclaircissement. Et puis, je n'ai pas directement participé aux dernières manifestations. Comme vous le savez, hein, les informations que vous donnez en ce qui concerne le directeur du protocole du président de Génération du Peuple Solidaire, son Excellence M. Guillaume Tibafourou Soro, Suleiman Kamaraté Kone, qui est en prison, qui a aussi activement participé à l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir. Et à côté de lui également, vous avez toute sa garde rapprochée qui sont encore détenus en Côte d'Ivoire. Donc nous continuons de réclamer encore une fois de plus leur libération et la libération également de Kusiri Bali. Ce que nous avons retenu, c'est qu'il y a une prise de conscience de la part des populations africaines. Le fait qu'à l'unisson, que les Africains décident de se mettre ensemble pour mener le combat de la liberté, pour mener le combat de l'état de droit
et de la démocratie la chose en Afrique. Donc, c'est quand même un message important, tous ces drapeaux, parce que c'est les mêmes enjeux. Voilà, le même enjeu qui se joue au Mali, c'est le même enjeu en Côte d'Ivoire, c'est le même enjeu au Tchad, et c'est encore le même combat que nous menons, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Et je salue tous ces hommes et toutes ces populations africaines qui sont en lutte pour réclamer plus de démocratie, plus de souveraineté, particulièrement des peuples africains. Et je pense que le débat qui est mené en ce moment, c'est le débat de l'affirmation et de notre indépendance totale. C'est quand même un message d'espoir que nous sommes ici pour lancer aux générations d'ici et d'ailleurs. Ce que nous réclamons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que nous revenions vraiment à l'état de droit, hein, au respect de la démocratie, au respect des libertés, et que le peuple puisse normalement s'exprimer comme ça se passe quand nous voulons manifester ici en France, comme ça se passe quand nous voulons manifester aux États-Unis, que les mêmes droits soient donnés au peuple d'exprimer courageusement leurs idées, parce que pour Chéni Balé, sa place n'est pas en prison, sa place se trouve dans sa famille, sa place se trouve parmi les siens, parmi les populations, parce qu'elle se bat au même nu, elle n'est pas armée, elle essaye par le verbe, et je veux que ce soit argument contre argument, au lieu qu'on utilise la prison comme étant moyen pour faire taire les opposants. Voilà. Concernant Mme Picherik Balé, une question rapide. Elle a été arrêtée sous prétexte qu'elle serait en lien avec M. Guillaume Soro pour faire un coup d'État. Voici de ceux dont on l'accuse. Fondamentalement, on l'accuse d'avoir voulu rencontrer aussi les familles des militaires, des mercenaires du côté malien, le dit-on, détenus à Bamako, pour les inciter à la révolte, à décrier, dénoncer le gouvernement, créer des situations de troubles en Côte d'Ivoire qui seraient favorables à un coup d'État. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, pour moi, c'est quand même une fuite en avant. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Hein? Ce n'est pas Guillaume Soro qui a envoyé les 49 soldats au Mali. Voilà. Ceux qui ont envoyé les 49 soldats, il les appartient de prendre les responsabilités. Voilà, n'oubliez pas, et nous entendons aussi ça et là, certains partisans du régime qui reprochent au président Guillaume Soro et à ses partisans d'être des soutiens d'Assimi Goïta ou de se réjouir de l'emprisonnement de nos frères, de nos compatriotes ivoiriens. Et je pense qu'il faut que les gens aient la mémoire et n'ayons pas la mémoire sélective. Ce sont eux qui ont montré la voie. Il fallait éliminer la Côte d'Ivoire de l'étranger. N'oubliez pas Ben Souk. Ben Souk, qui est ancien député maire de Dabou. Ben Souk a représenté la Côte d'Ivoire. Donc, il porte le sceau, il porte le drapeau. Ben Souk a été arrêté par le même régime d'Assimi Goïta. Et nous avons vu les mêmes personnes qui nous reprochent aujourd'hui d'être des soutiens d'Assimi Goïta, qui ont fêté, qui ont dansé et qui se sont réjouis de l'arrestation de notre frère. Et donc aujourd'hui, nous sommes encore là, Dieu nous parle. Parce que moi, si vous voyez, ces derniers temps, je suis moins actif sur les réseaux sociaux parce que j'ai compris que le problème ivoirien n'est plus humain, c'est divin. Voilà. Tout ce que nous vivons aujourd'hui est divin. Et c'est ce qu'on dit, tant que nous n'avons pas pris la pleine mesure de la gravité de la situation, nous n'avons pas pris la pleine mesure de ce que nous sommes en train de vivre, nous n'allons pas nous en sortir dans cette situation. Donc, en un temps record, les temps ont changé, les événements ont changé. Ce n'est plus le partisan de Guillaume Soro ou le collaborateur de Guillaume Soro qui est fait prisonnier au Mali. Ce ne sont plus les terroristes qui sont devant les ambassades maliennes en train de réclamer la libération d'un des leurs, plutôt où les gens sont en train de réclamer. Et nous, comme notre président, le président Guillaume Soro, qui a été quand même premier ministre dans ce pays, ne l'oublions pas, qui a été président de l'Assemblée nationale, a demandé un règlement diplomatique. Parce que ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire soit confrontée à ce genre d'événements. Ce n'est pas la première fois. La Côte d'Ivoire a vécu ça sous Laurent Gbagbo avec le Burkina Faso. Lorsque Blaise Compaoré était médiateur, la Côte d'Ivoire vit ces genres d'événements au quotidien avec la Guinée. Ce n'est pas suffisamment médiatisé,
Mais il y a un conflit frontalier entre la Côte d'Ivoire et la Guinée du côté de Sipilou. Pour ceux qui suivent l'histoire et qui connaissent l'histoire de notre pays. Il y a même encore un autre problème entre la Côte d'Ivoire et le Ghana sur le littoral qu'ils partagent ensemble, où il aura encore des richesses. Donc, le jugement même a été fait jusqu'en Allemagne. Tout ça pour vous montrer qu'on vit au quotidien ce genre d'événements. Mais les problèmes sont réglés de manière diplomatique. Parce que quand on regarde les liens séculaires entre ces différents États, la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Ghana, tous ces pays-là sont liés par le sang et par l'histoire. Tous ces pays-là sont liés par le sang et par l'histoire. Et moi, je pense que face à un tel événement, ce qui est sage et salutaire pour notre pays, c'est de faire un règlement diplomatique. Et je pense que les autorités maliennes ont démontré qu'ils ne sont pas fermés à la négociation, qu'ils ne sont pas fermés au dialogue. Mais c'est le fait que le gouvernement ivoirien n'a pas pris la pleine mesure de la gravité de la situation en réglant le problème de gouvernement à gouvernement. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que depuis le début de cette situation, jusqu'à ce jour, que le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire n'a pas pu effectuer une mission au Mali. Vice-versa. Et même les députés aussi. De contourner les canaux diplomatiques pour régler le problème, cela veut dire qu'il y a des non-dits et il y a des choses que les gens veulent cacher. Même s'il y a des choses à cacher, la diplomatie est toujours là pour régler ces genres de situations. La diplomatie est là pour régler ce genre de situation. Donc moi, je suis peiné, je suis attristé. Depuis l'arrestation de Pucheri Balé, une femme au XXIe siècle, où on protège les femmes, est emprisonnée parce qu'elle a effectué un voyage au Mali, sans être en mesure d'apporter les éléments pour corroborer les éléments d'accusation. Aujourd'hui, les Maliens, et moi, j'avais fait une communication dès le début de cette situation pour demander aussi un règlement diplomatique. Maintenant qu'il n'y a pas eu de règlement diplomatique, le Mali est conscient de ses responsabilités. Parce qu'une chose est d'arrêter, une chose est de respecter le droit des personnes arrêtées. Donc, si le Mali détient les gens pendant une période donnée, le droit international est là pour les rappeler sur leurs responsabilités en tant qu'État vis-à-vis de nos frères qui ont été arrêtés. Nous, on a d'autant plus mal que quiconque que nos frères fassent un seul jour encore au Mali, un seul jour. Alors que depuis longtemps, ce problème devait être réglé en 2-3 jours. C'est parce qu'on a la situation ou minimiser un peu les autorités maliennes. Qu'il y ait des militaires à la tête du Mali, qu'ils soient légitimes, qu'ils ne soient pas légitimes, c'est la responsabilité du peuple de Mali et c'est le problème des Maliens. C'est-à-dire, moi, je serais à l'aise que les Ivoiriens méprisent leur président. Je serais à l'aise que les Ivoiriens ne respectent pas leur président. Mais je ne suis pas à l'aise quand on ne respecte pas les présidents des autres. C'est leur responsabilité. S'ils ont quelqu'un qui a fait un putsch, qui est là, c'est le problème des Maliens. Laissons les Maliens régler leurs problèmes. C'est leur pays. Le Mali vit des coups d'État. Depuis des années, le Mali vit des coups d'État. Parce qu'il y a un problème que le Mali vit. Le Mali fait face au narcotrafic. Le Mali fait face à l'annexion d'une partie de son territoire. Le Mali fait face au terrorisme international. Et le Mali fait face au djihadisme qui pique, qui tue. C'est parce qu'on a tenté à chaque régime, à chaque coup d'État, de contourner le problème et se précipiter pour aller à des élections que chaque fois, l'histoire est obligée de se répéter au Mali. Donc moi, je vois Assimi Goïta qui dit, je veux d'abord régler, prendre en compte la totalité de l'intégrité du territoire du Mali. Même en Côte d'Ivoire, dans notre constitution, là, c'est écrit dedans. Tant qu'un petit mètre carré du territoire est occupé, on ne peut pas aller aux élections. Ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo était au pouvoir,
quand 60% du territoire était entre les mains des forces nouvelles, les gens sont allés aux élections. Est-ce que Gbagbo a pu contrôler entièrement la situation? Donc, tant que tu n'as pas le contrôle sur l'ensemble, l'État n'a pas le contrôle sur l'ensemble du territoire national, il n'y a pas de raison qu'on aille à des élections. Il faut un sursaut patriotique pour libérer le pays du narcotrafic. Et puis après, les politiques viendront faire leur politique dans un espace de sécurité. Soumaïla Cissé, qui est à son nom, ancien premier ministre malien, ancien ministre de l'économie et des finances ou président de la commission de l'UEMOA, a été capturé par les terroristes alors qu'il était en campagne pour les législatives. Et en ce moment, il y avait un régime civil qui était là. Mais ce qu'ils n'ont pas pu faire, ce qu'ils n'ont pas pu dire, ce qu'ils n'ont pas pu démontrer, c'est pour démontrer que le Mali ne contrôle pas la totalité de son territoire. Et si nous voulons avoir des élections apaisées, démocratiques, et redonner au Mali sa stabilité, redonner au Mali le contrôle de l'entièreté de son territoire, c'est d'abord régler le problème du Nord Mali. À partir de ce moment-là, on passe à une nouvelle phase. Donc, voilà un peu les éléments que je vous présente. Donc, dire que Puissani Balé, qui ne parle même pas à Guillaume Soro, qui ne voit même pas Guillaume Soro, quelqu'un contre qui vous avez lancé un mandat d'arrêt international, quelqu'un que vous traquez, que vous recherchez, quelqu'un qu'on dit qu'il est caché. Mais comment va-t-il faire pour avoir une connexion avec Puissani Balé? C'est pas la pauvre dame là, Soro va quand même envoyer pour aller déstabiliser ou aller faire tout ce que vous pouvez penser. Les gens s'asseyent dans des officines politiques, ils réfléchissent à des fake news, ils essaient de le distiller sur les réseaux sociaux. C'est face à ça que nous sommes aujourd'hui. Donc, moi, ce que je voudrais dire, arrêtons de fuir en avant, de faire une fuite en avant. Faisons face au problème. Le Mali aujourd'hui a fait un mandat de dépôt, c'est-à-dire a mis à la disposition nos 46 soldats qui sont encore détenus à la disposition de la justice malienne. Moi, je pense que la logique, pour m'inscrire dans la logique du président Laurent, les gens peuvent critiquer. Je ne suis pas son partisan, je ne suis pas de son camp, mais il a dit quelque chose qui est quand même fondamental. Dès lors qu'on met à la disposition ces soldats à la disposition de la justice malienne, l'État de Côte d'Ivoire devait envoyer des avocats. C'est la moindre des choses. Pour aller prendre les informations. Parce que jusqu'aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un qui est parti au Mali au nom de l'État de Côte d'Ivoire, aller prendre les informations pour le donner au peuple. Parce que les soldats, là, ce sont les soldats du peuple jusqu'à preuve du contraire. Donc le peuple suit avec beaucoup d'intérêt cette situation et le peuple a besoin d'informations vérifiées, palpables, pour éviter les interprétations ou les ragots sur les réseaux sociaux. Jusqu'aujourd'hui, nous, on nous demande d'être patriotes. Mais moi, je veux soutenir mon pays, je veux soutenir la position de la Côte d'Ivoire. Mais en ayant la vérité, vous voulez que je vienne sur les réseaux sociaux, chercher des informations, et puis sur cette base-là, émotive, prendre position. Moi, je dis non. Moi, ce que je veux, c'est que l'État de Côte d'Ivoire ait les ressources pour envoyer des avocats rencontrer la justice malienne. Consulter le dossier pour dire, bon voilà, voici ce qu'on leur reproche. Parce que si on dit que ce sont les soldats de l'ONU, si on dit que ce sont des gens qui sont partis au Mali, au compte de l'ONU, qui sont allés comme élément de soutien, ce n'était même plus à la Côte d'Ivoire le combat de la libération de ces soldats. Ça devait être l'affaire de l'ONU. Parce que pour engager l'armée d'un pays à l'étranger, on dit l'armée nationale, on ne dit pas l'armée internationale. On dit armée nationale, on ne dit pas armée internationale, on dit armée nationale. Donc pour engager l'armée nationale d'un pays à l'étranger, il faut consulter l'Assemblée nationale. Il faut dire dans quelles conditions ils s'en vont. Et puis quand ils arrivent là-bas, là, ce n'est plus la Côte d'Ivoire, c'est maintenant l'ONU qui était censé être sur tous les fronts. Mais l'ONU s'en lave la main. Donc ça laisse supposer qu'il y a des interrogations à se poser. Donc on demande aujourd'hui au gouvernement de Côte d'Ivoire
d'envoyer des avocats au Mali pour que nos hommes-là, qui ne sont pas coupables, là, qui ne sont certainement pas coupables, responsables de leur présence au Mali, là, puissent rentrer chez eux. Mais si ce n'est pas fait, et qu'on cherche par des magies à trouver des connexions et avoir Guillaume Soro derrière tout, même quand un enfant est échoué au baccalauréat, on voit Soro derrière. C'est parce que Guillaume Soro est contre Alassane, ne soutient pas Alassane que mon enfant n'a pas eu le bac. Voilà. Monsieur Parigo, je crois qu'on va revenir sur cette affaire des 46 mercenaires qui sont encore incarcérés à Bamako, et parce que la Côte d'Ivoire, vous le savez, a lancé la balle à l'ONU, et l'ONU a répondu par un communiqué officiel que ces soldats-là ne font pas partie des effectifs qui sont là-bas recensés sur ces listes au Mali. Donc, ce sont plusieurs milliers de personnes, et donc on sait qu'il y a eu dysfonctionnement, et même les informations que nous avons est que beaucoup ne sont pas des Ivoiriens, il y a parmi eux des mercenaires. Donc je crois que c'est une affaire très très délicate, et on va sûrement revenir là-dessus. Restons dans le cadre. Aujourd'hui, vous avez bien répondu à la question. Monsieur Guillaume Soro ne connaît pas Mme Pucherik Balé, il ne l'a jamais envoyée au Mali, ni reçue. Dès lors, elle ne doit pas être en prison, mais Alassane Dramane Ouattara n'entend pas les choses de cette oreille. Pour lui, cette dame fait partie du dispositif de Guillaume Soro pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il arrête et l'emprisonne. Ça fait 2 mois que Pucherik Balé est en prison, et les manifestations ont démarré, les Ivoiriens d'abord, et les autres Africains sont venus. C'est un mouvement panafricain, un grand mouvement, mais comme je l'ai dit tantôt à l'entame, les médias français n'en ont même pas parlé. Même après les assassinats des Tchadiens, il y a beaucoup de manifestations. Aujourd'hui même, il y avait une manifestation à Paris, mais aucun média n'en parle, ni même les radios ou télévisions internationales. Alors, on est en droit de se poser cette question. Et là, je me tourne vers Mme Mata Touré. Nous avons été rejoints entre-temps par M. Sylvain Glogué et Diès Vérité, qui sera en notre compagnie tout à l'heure. Et d'abord, Mme Mata Touré, quel est selon vous le rôle double de la France dans toute cette affaire, parce qu'elle est citée partout, que ce soit au Mali, que ce soit au Tchad, en Côte d'Ivoire? On sait que la France est là, et les dénonciations vont aussi bien à l'endroit de la CEDEAO, de la France, et puis bon, des dictateurs. Mais quel est le rôle de la France? Est-ce que c'est elle qui tire les ficelles derrière? Parce qu'on sent qu'elle n'est pas assez active dans la dénonciation de ce qui se passe dans ces différents pays. Monsieur Isaac Kofi, il est clair que la France n'a pas changé la colonisation. On peut même aller plus loin. Depuis le temps de l'esclavage, c'est toujours de se servir des uns pour asservir les autres. Et quand on regarde les médias français qui travaillent visiblement pour la France et non au service de la vérité vis-à-vis de leur propre peuple, ça ne nous étonne pas. Maintenant, le cas de la Côte d'Ivoire actuelle, il est bon de se rappeler que la Côte d'Ivoire est prise en otage par un groupe d'individus qui sont au service de la France. Et quand on regarde les événements qui se passent aussi bien par rapport à ce qui se passe, les tensions politiques, diplomatiques qui se passent avec le Mali et la pression qui est mise sur la population ivoirienne, aussi bien à l'intérieur de la Côte d'Ivoire qu'ailleurs dans la diaspora africaine, on voit bien que c'est la France qui met tout ça en œuvre, mais qui ne se montre pas. C'est la main cachée, c'est la tête à penser qui se sert de certains Africains pour continuer son agenda, et nous l'avons bien vu, hein, et ça ne remonte pas d'aujourd'hui. Même quand il y a eu la rébellion contre la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont appelé ces rebelles force nouvelle. Donc on prête beaucoup attention à tous ces détails-là, et nous ne sommes pas dupes. Nous voyons que la France est en perte de vitesse. Les 14 pays du précaré français sont en train de leur échapper. Et on sait aussi que leur point névralgique, c'est la Côte d'Ivoire qui est le laboratoire justement de cette France-Afrique-là. Et s'ils perdent la Côte d'Ivoire, par effet domino, ils vont perdre le reste de leur précaré. Et c'est pour ça, nous, en tant qu'Ivoiriens, il faut qu'on sorte
des partis politiques. C'est vrai qu'il est normal d'avoir des affiliations politiques, mais il faut qu'on ait une vision plus large, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. Au-delà même des partis politiques, il y a un pays à défendre. Il y a un continent à défendre. Pendant les manifestations, on entend beaucoup de choses. Il y a des personnes qui sont encore cloîtrées dans les clans, dans les religions, tout ça. C'est autant, dans les partis politiques, c'est autant de pièges qu'il nous faut déjouer pour nous unir, franchement. Parce que quand on regarde la superficie de la France, c'est un petit pays qui est 4 fois plus petit que le Mali. Et quand on additionne les 14 pays que ce pays-là a sous sa domination, on se dit, mais comment est-ce possible? Mais la réponse est simple. C'est par notre désunion. Donc, il faut qu'on prenne aussi notre responsabilité pour nous dire que ce qui nous arrive aujourd'hui, ce qui arrive à Mme Pulchéry Balé aujourd'hui, ce qui arrive à tous ces prisonniers politiques, des pères de famille qui sont séquestrés, ce n'est même pas de l'emprisonnement, c'est des enlèvements et des séquestrations. Il va falloir nommer les choses telles qu'elles sont. Quand on regarde les circonstances dans lesquelles Mme Pulchéry Balé, notre camarade, qui ne fait pas de la politique, qui n'est pas dans un parti politique, qui est de la société civile, à qui on fait croire qu'elle devrait simplement venir chercher son passeport, et des hommes, de façon éhontée, se jettent sur elle, sans mandat d'arrêt, en violant tous les processus dans une arrestation normale, dans un pays normal, c'est impensable. Et donc, les Ivoiriens sont enlevés, les Ivoiriens sont séquestrés et emprisonnés. Voici l'un des problèmes que nous devons nous unir tous pour régler. Les Ivoiriens sont volés à coups de milliards tous les jours. Il faut qu'on soit capable de dire aux Ivoiriens là, qui ont la bouche blanche tellement ils ont faim, de leur dire pourquoi nous en sommes arrivés là. C'est parce que ce qui devrait leur servir de nourriture leur est arraché de la bouche pour servir de dessert à d'autres personnes qui sont en 6000 km. Et cela avec la complicité de nos frères. Et ce qu'on voit là, quand on regarde le Ouattara et autres, mais il y a d'autres responsables. Et il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes tous responsables à différents degrés. Et il faut que déjà on reconnaisse notre part de responsabilité et qu'on se dise à partir d'aujourd'hui, il faut que nous soyons les défenseurs intrépides de cette Côte d'Ivoire-là. Et si chaque pays de l'Afrique, si chaque citoyen de chaque pays de l'Afrique en faisait de même, la France ne continuerait pas sa domination. Même pas d'ici la fin de l'année, ce serait vite vu, parce que la France est faible en nombre. Elle nous donne l'impression d'être plus forte en puissance, mais ce n'est pas le cas. Économiquement, elle est faible. Et il faut que nous reconnaissons qui nous sommes. Il faut que nous sachions qui nous sommes et que nous identifions réellement qui sont nos ennemis. Et je n'ai pas l'impression que ça a déjà été fait. On entend beaucoup parler de partis politiques. On entend caresser ceux-mêmes qui ont agressé notre pays. Il n'y a pas vraiment de repentance, il n'y a pas vraiment de décision ferme d'en découdre avec ce système colonial qui est formaté sous la forme de la France-Afrique. Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, les partis politiques de l'opposition, imaginez qu'on se débarrasse de Ouattara, mais ce n'est pas que Ouattara le problème, c'est la France qui met des pions. Ouattara n'est qu'un pion. Imagine qu'aujourd'hui, on se débarrasse de Ouattara. Nous qui nous disons, dans la résistance, là, il y aura une guerre parce qu'il y a une plaie qui n'a pas été réparée. On ne peut pas mener toutes les guerres en même temps, mais il faut qu'on soit conscient de cela. Monsieur Isaac Kofi, il faut vraiment qu'on soit conscient de cela et qu'on se dise, peu importe le parti politique, quand on se lève le matin, qui sommes-nous? Nous sommes Africains, nous sommes Ivoiriens, avant d'être un clan, avant d'être membre d'un secte, d'un dogme ou d'une religion, avant d'être partisans d'un parti politique. Parce que quand ils viendront nous écraser, ils s'en foutent de qui est GPS, qui est PPACI, qui est FPI,
qui est PDCI. Ils vont broyer du noir. Tout ce qui les intéresse, c'est nos ressources. Il y a des personnes à qui ils ont fait croire, oui, on va vous mettre après Ouattara. Ces personnes se sont dépêchées pour se vanter sur les réseaux sociaux. Où en sommes-nous aujourd'hui? Arrêtons d'être des pions. Il faut qu'on cesse d'être des pions. Il faut qu'on éduque. Nous-mêmes qu'on s'éduque et qu'on éduque nos frères, chacun dans nos langues. La richesse de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, la grandeur de ce peuple que nous sommes. Et c'est à partir de cette connaissance de nous-mêmes que nous allons nous dresser dignement face à ces personnes-là qui sont des nuisibles et qui poussent l'ignominie à se planter devant nous et à nous donner des leçons. Quand je regarde le cas de la France, tous les crimes qui ont été commis contre l'humanité, ils sont cités. 400 ans d'esclavage qui ont fait plus de 600 millions d'Africains. Je ne peux pas comprendre comment des Africains peuvent encore pactiser avec ce peuple-là. Je ne vois aucun autre peuple qui ferait ça. Comme si les 400 ans d'esclavage ne suffisaient pas, il y a eu 100 ans de colonisation qui n'est ni plus ni moins que l'esclavage à domicile. Avant, ils venaient nous enlever. Pour capturer un, ils étaient obligés de tuer 10 parce qu'on ne laissait pas nos enfants partir comme ça, comme ils ont tendance à le dire. On ne vendait pas. Le mot esclavage n'existe dans aucune de nos langues. Comment tu peux pratiquer quelque chose que tu ne peux pas nommer? Il y a tellement de mensonges qui ont été dits qu'il faut qu'on répare. Et vous le faites bien, M. Isaac Kofi, sur votre chaîne, et je vous remercie pour ça. Il y a d'autres historiens qui le font aussi, notamment le professeur Alou Kwame et d'autres dans d'autres pays. Il faut qu'on comprenne que nos ennemis d'hier sont nos ennemis de demain, et c'est ces ennemis-là que on va mettre face à face avec nos enfants. Nos aïeux ont fait leur part. Nos anciens ont fait leur part. Ils ont trouvé que, oui, le président Oufouette, le président Bédié, le président Gbagbo, ils n'ont pas fait assez. Et nous, qu'est-ce que nos enfants vont nous reprocher? C'est le moment. Quand on regarde la situation géopolitique, géostratégique, la France est en mauvaise posture. Et c'est le moment de coaliser. Non pas que en tant que parti ou en tant que tribu, mais en tant que peuple d'Afrique qui va soit coaliser pour se défendre, soit rester là, dispersé pour nous faire écraser. Et voilà ce que j'avais à dire. Donc, lors des manifestations, il y a de plus en plus de personnes qui viennent de tous les bords politiques, de tous les pays. Et on passe le mot. Tout ce qu'on veut faire, c'est de leur montrer que partout où ils seront, nous serons aussi pour les dénoncer. Nous, membres de la société civile, citoyens africains et ivoiriens, on fait nos parts. Les militaires feront leur part. Les scientifiques, les historiens feront leur part. Il faut que chacun se dise à leur niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme le disait notre illustre père de la nation. Qu'est-ce que chacun peut faire? Le fait même d'éduquer nos enfants. Moi, je vais aux manifestations avec ma fille. Elle a un héritage culturel, aussi bien africain qu'européen. Je lui montre la réalité telle que c'est. Je ne nous victimise pas. Parce que je sais que ce qui s'est passé, nous, en tant que peuple africain, nous n'avons pas cette vision du monde de dominer. Mais quand c'est le moment de nous défendre, il va falloir qu'on se défende tous ensemble. Parce que quand on regarde les faits tels que c'est, la Côte d'Ivoire ne réussira pas à se défendre toute seule. Et c'est d'ailleurs pour ça, en 1804 et 1805, ils ont anticipé parce qu'ils ont une longueur d'avance sur nous. En fracturant l'Afrique, ils fragilisent l'Afrique. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont ivoiriens et uniquement ivoiriens et rien d'autre. D'autres qui pensent qu'ils sont ghanéens, ils sont anglophones et rien d'autre. Mais en faisant ça, jamais nous ne pourrons nous défendre contre nos oppresseurs parce qu'ils nous ont mis dans des petites boîtes et on se maintient dans ces petites boîtes, on montre du doigt l'autre. Non, toi, tu es de l'autre pays, tu es de l'autre parti, tu es de l'autre ethnie. Mais quand on fait ça, qu'est-ce qu'on dit aux Blancs? Quel message on envoie aux Occidentaux pour leur dire, ben, nous sommes des sous-hommes. C'est ce qu'ils ont essayé de nous faire croire pendant des siècles. Et nous leur confirmons cela. Et il est temps que ça cesse.
Il est vraiment temps que ça cesse. Voilà. Merci beaucoup, Madame Mata Touré. Vous avez dit quelque chose qui est très, très important et je vais passer cela à M. Sylvain Gloguier. Aucun peuple dans le monde n'accepterait de collaborer avec quelqu'un qui l'a esclavagisé durant plus de 400 ans, tuant 600 millions pendant 400 ans. C'est-à-dire les gens naissaient, on les arrachait à leur famille, on les envoyait vers d'autres cieux. Certains mouraient même avant d'arriver dans ces lieux. On a vu, il y a des scènes horribles. Lorsqu'aujourd'hui même on visite un peu Gorée, on peut s'en rendre compte. Et là où les esclaves étaient entreposés avant d'être envoyés vers les Amériques, c'est quand même c'est assez inhumain. Aucun peuple dans le monde, vous l'avez dit, ne reviendrait collaborer avec celui qui l'a fait traverser toutes ces misères. C'est pas possible aujourd'hui. Vous êtes aux États-Unis, les Indiens, ils sont dans les réserves, bon, ils n'ont presque rien à voir avec ce qui se passe dehors. Mais nous, Africains, nous continuons encore d'être nos propres bourreaux. Nous acceptons d'aller toujours collaborer avec cette France qui a tué nos aïeuls, qui nous maintient dans un esclavage économique à l'heure où nous parlons. C'est un point qui est très, très important. Donc, je me tourne vers M. Sylvain Gloguier. M. Sylvain, bienvenue sur Afrique Média pour cette édition spéciale consacrée aux manifestations. Salut à tous, salut à toutes. Voilà, est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Voilà, activez votre micro, on ne vous reçoit pas, on ne vous entend pas. Est-ce que là, vous m'entendez? Voilà, c'est bon, on vous entend maintenant, oui. Voilà, vous avez la parole. Voilà, très bien. Il faut demander à Don Julio d'arrêter de m'appeler là, s'il te plaît. D'accord. Donc, moi, je disais salut à tous, salut. Voilà, des petites difficultés voilà, avec notre là, frère. vous m'entendez? Oui, là, on vous m'entendez de façon saccadée. Voilà, votre réseau n'est pas assez bon, bon, mais allez-y, je pense qu'on peut vous entendre. C'est un peu entrecoupé, bon, mais allez-y. Oui, c'est bon. Est-ce que là, c'est bon, vous m'entendez? Oui, d'accord. c'est bon. Alors, je disais déjà merci à la sœur Mata Touré. Vraiment, c'est trop ingénieux, ce que vous venez de dire, c'est trop profond. Je pense que seul, excusez-moi du thème que je vais employer, seul le mouton refuse d'entendre cela. Et c'est d'ailleurs ce qui va apaiser mes ardeurs parce que j'étais très remonté tout à l'heure. Et quand je vous ai entendu parler, c'est un comprimé que j'ai avalé qui m'a calmé un petit peu. J'entends beaucoup de personnes parler ici de Soro Guillaume, j'entends beaucoup de personnes parler ici de Gbagbo Laurent, de Alassane Dramane Ouattara et tout. Mata Touré vient de dire le point essentiel. Il faudrait qu'on se mette ça dans la tête. Alors, comme je le disais, je tiens déjà à saluer tous les combattants d'Afrique, y compris les responsables de Afrique Média et tous ceux-là qui ont choisi de se donner une étiquette panafricaine. Et surtout, je vais saluer ce groupe ici qu'on appelle LD. Vous voyez ça, liberté, dignité. Et je les salue. Ce sont des personnes qui pensent comme Mata Touré. Ce sont des personnes qui pensent comme Mata Touré. Je pense que ce genre d'Africains comme Mata Touré doivent être invités vraiment dans tout ce débat. Elle a clos déjà ce qui devrait être dit. Tout ce que nous faisons, les blablatages, elle a clos en une seule phrase. Alors, je vais un petit peu argumenter la phrase de Mata Touré. Mata Touré dit aux Africains aujourd'hui, nos problèmes, ce n'est pas de fonder un parti politique, ce n'est pas d'appartenir à une ethnique, ce n'est pas d'appartenir à une religion. C'est de comprendre qu'aujourd'hui, l'Afrique est la risée du monde. Alors, que devrons-nous faire pour faire face à cela? C'est là la vraie question. C'est-à-dire, maintenant, passons à l'action. Ne restons pas à chaque fois en train de dire que nous nous plaignons que c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pour être un modèle, pour montrer de bons exemples? C'est pourquoi d'ailleurs j'ai brandi ce petit drapeau que vous voyez, LD, liberté, dignité. Ce sont des personnes qui se sont régies en groupe pour mettre en marche ce que Mata Touré vient de dire. Donc j'ai juste apprécié et je continue d'apprécier ce genre de personnes qui ont ce genre de pensée, ce genre d'idées. En parlant d'Alassane Dramane Ouattara, je vais dire ici à tous ceux qui nous écoutent, parce que quand on dit aujourd'hui que des gens manifestent contre Ouattara, moi je dis récapitulatif. Récapitulatif. Quand on dit on manifeste contre quelqu'un, c'est quelqu'un dès lors qui a été légal et qui ne fait pas le rôle pour lequel on l'a donné le titre de qui lui permet d'être légal. Aujourd'hui, on ne se manifeste pas. C'est un rappel à l'ordre constitutionnel. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais été, excusez-moi,
je vais le dire haut et fort, Alassane Dramane Ouattara n'a jamais été le président de la République de Côte d'Ivoire. Et je vais vous argumenter cela. Et je vais vous dire cela. Si quelqu'un ici veut me lancer au défi, qu'il vienne et puis me dise en quelle année Alassane Dramane Ouattara a été président de la République de Côte d'Ivoire. Mon frère Kofi, quand on dit qu'on parle, il faut également apporter un minimum de preuves de ce qu'on dit et de ce qu'on annonce. Le président Laurent Gbagbo a été élu en 2000. En 2002, le président Laurent Gbagbo est attaqué par une branche armée. Des rebelles ont été attaqués. Dès lors, nous devons savoir qu'il y a des terroristes qui ont pris en otage la Côte d'Ivoire. Que deviennent faire les institutions internationales aujourd'hui? C'était de se réunir sur la question, comme on veut combattre aujourd'hui, comment il s'appelle, Vladimir Poutine. Mais n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire a été assiégée aussi. Pourquoi ils n'ont pas combattu ces rebelles-là? À la fin de la revendication des rebelles, c'était quoi? Alassane Dramane Ouattara doit devenir candidat aux élections. Frère, est-ce qu'en France, on peut dire qu'on met en place une rébellion pour que Macron saute et puis Macron doit discuter avec la rébellion? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, dès lors déjà, ils ont mis le poison dans la nourriture de Gbagbo Laurent, qui était de ne pas pouvoir manger aisément et se nourrir à sa faim. Et après, on se plaint, on dit qu'il est mal nourri. Mais comment il peut être bien nourri quand vous mettez du poison dans sa nourriture? Donc, on empêche le monsieur de pouvoir gouverner tout simplement parce qu'un certain Alassane Dramane Ouattara est candidat. Alors, en 2010, il va suivre que les élections ont été contestées de part et de d'autres. D'autres qui disent que non, il y a eu bourrage d'huile. D'autres qui disent que non, Gbagbo a triché, etc., etc. Bon, pour départager tout cela, venez, on va recompter les voix. Combien de personnes qui ont été enregistrées? Nous connaissons combien de personnes qui sont appelées à être des électeurs. Donc, en fonction de tout ça, on va recompter. Donc, si ça a été fait à Madagascar, si ça a été fait aux États-Unis, mais pourquoi ça ne peut pas être fait en Côte d'Ivoire? Au nom de quoi ça ne peut pas être fait en Côte d'Ivoire? Alors, on refuse de recompter les voix, mais on accepte de tuer les enfants africains, que ce soit les rebelles, que ce soit les militaires qui sont chargés de veiller comment on appelle ça, aux intérêts de la nation. On les a tués pour faire quoi? Amener Gbagbo à la haie. Donc, en amenant Gbagbo à la haie parce qu'il est le responsable de mort en Côte d'Ivoire, soi-disant parce qu'il n'a pas gagné les élections. Donc, ce qui veut dire qu'il est limite coupable. D'accord, on accepte. Mais arrivé à la haie, après 10 ans de procès, mais quand quelqu'un a raison là, il y a quelqu'un qui a tort. Qui a tort? Mais quand on sent que le combat a opposé Gbagbo, donc si Gbagbo a tort là, c'est que si Gbagbo a raison, mais c'est qu'Alassane Dramane Ouattara a tort. Et s'il a tort à cocher, Gbagbo doit faire quoi? Reprendre son fauteuil présidentiel. Parce que si on discute un bien, et qu'on dit que moi j'ai raison pour le bien, mais on ne peut pas dire que j'ai raison pour le bien, puis on remet le bien à mon adversaire. C'est pas possible. Mais pourquoi on ne dit pas à Gbagbo, comme tu as raison, on va te rétablir et puis on va aller juger Alassane Dramane Ouattara parce que c'est lui qui a tort. Donc dès lors, pour moi, Alassane Dramane Ouattara est un prisonnier à ciel ouvert. Puisque la justice dit que Gbagbo a raison. Alors, si la justice dit que Gbagbo a raison, allons-y en 2015, 2014, 2010 est passé. Allons-y en 2015. 2015, voilà quelqu'un qui dit qu'il est candidat par dérivé. Donnez-moi la constitution ivoirienne où on dit que quelqu'un peut être candidat par dérivé. De vous à moi, soyons sérieux. La première année, on dit que tu es candidat à titre exceptionnel. Grâce à l'article 48, tu es candidat à titre exceptionnel. Mais en 2015, là, tu es candidat à titre quoi? Mais quand on nous dit, il est candidat à titre quoi? Dérivé. Donc déjà, ça c'est une magouille qui ne dit pas ce nom. Donc elle n'est pas approuvée. Allons-y en 2020. 2020, dans quelle institution ou bien dans quelle nation on peut entendre qu'il y a 8% de taux de participation? Ils ont mis juste un zéro derrière pour faire 80. 8% de taux de participation. Déjà, pour être légitime et légal, il faut 25%. Pour être légitime et légal, de taux de participation, je dis bien. Même pas encore de qui t'a voté, qui t'a pas voté. Mais ici, il a 8% de taux de participation. Donc, normalement, ça s'appelle une annulation des scrutins. Mais pourquoi on n'annule pas? Pourquoi on n'annule pas? Donc, dans tous les contextes, Alassane Dramane Ouattara ne représente pas la Côte d'Ivoire. Donc, si on est en train de chercher un djihadiste, mais le djihadiste numéro 1, c'est Alassane Dramane Ouattara. Donc, quand j'entends des gens dire que
Il y a des soldats de Côte d'Ivoire. Je vais dire, excusez-moi, avec le peu de temps qui me reste, je vais lire un peu le rôle d'un soldat. Quand on dit un soldat, je vais vous donner un peu le rôle d'un soldat. Alors, le rôle d'un militaire, déjà, c'est maintenir la paix dans le pays et le défendre contre ces agressions extérieures. Ça, c'est un militaire. C'est dans ton pays, là. Tu es là pour défendre déjà dans ton pays contre les agressions extérieures. Ça, c'est un. Alors, le rôle d'un militaire, faire respecter l'ordre public et assurer la sécurité des personnes. Frère, en Côte d'Ivoire, nous connaissons un certain nombre de personnes qu'on appelle microbes. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? On leur a donné une cité où il fallait les héberger, il fallait les nourrir. Et on leur a donné un joli nom. C'était quoi le nom? Enfant en conflit avec la loi. Frère, voilà de quoi il s'agit. Les militaires étaient où? Pour faire l'ordre public. Ils étaient où? Quand la fin de Ouattara a décidé de braguer un troisième mandat, les militaires étaient où? Pour faire l'ordre public. Quand la fin de Ouattara a décidé que le président de l'Assemblée nationale quitte son fauteuil présidentiel parce qu'il ne veut pas faire partie de RDP, les militaires étaient où? Pour faire l'ordre public. Ces militaires-là, ils étaient où? Et c'est aujourd'hui, ça indigne les gens que ces rebelles qui sont allés au Mali, on doit aller les défendre. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pourquoi on ne parle pas des gens qui sont en Côte d'Ivoire, emprisonnés partout dans seulement nous ici, qui sont des babos? Pourquoi? Quand on vient me dire à moi, pourquoi on ne parle pas d'eux? Quand on vient me dire à moi, pourquoi on ne parle pas encore des gens qu'on dit que ce sont des politiciens? Parce que tout simplement, ils ont décidé de faire partie de la famille de Soro Guillaume. Un frère de Soro Guillaume devient aujourd'hui un problème à la constitution ivoirienne. Frère, vous et moi, est-ce qu'il y a un chef d'État ou bien il y a un djihadiste à la tête de la nation ivoire? Dites-moi. Que les choses soient claires. Donc quand j'entends des gens dire que oui, c'est la décision qu'on a été poignardé. Quelqu'un a trouvé son assassin. On a coupé la tête de Toussaint. Quelqu'un a trouvé son assassin. Et vous allez aller envoyer des djihadistes au Mali pour dire on sera assuré la sécurité là-bas. Vous allez assurer la sécurité en Côte d'Ivoire. Il y a un djihadiste à la tête de la nation qui viole la constitution ivoirienne. Ici, on dit pour être militaire, il faut avoir au moins le niveau BPC. On a vu des dozos qui sont jamais allés à l'école. Des dozos. On voit ici, commandant Ferré, il ne peut pas parler français. Il a la garde républicaine. Frère, est-ce qu'on respecte même déjà les institutions de la Côte d'Ivoire? On a un rebelle comme ça ne suffit pas. Ivoirien, tu te lèves, projet, PDCI, FDR. Mais c'est avec ça que tu vas te battre contre ce rebelle-là. C'est pourquoi il ne lui faut pas beaucoup d'efforts. Il paye juste les consciences dans chaque secteur que vous créez et ces consciences-là se retournent. Ces personnes achetées se retournent contre vous. Frère, je vais vous dire que j'ai vraiment gros cœur. Je vais dire merci beaucoup à Mata Touré d'avoir touché le point essentiel. Sinon, j'en avais gros cœur. J'en avais gros cœur quand on s'assoit pour dire, on prend cas par cas pour dire qu'ils ont mis en prison Pichelet d'aller donc on doit se lever. Donc tous ces gens qui meurent depuis ce monsieur est venu assiéger la Côte d'Ivoire, c'est pas important. Soro Guillaume aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, vous avez vu dans quel pays on dit qu'un président de l'Assemblée nationale est destitué par l'exécutif. Où on a vu ça? On me dit qu'il me montre un seul pays qui a fait ça. Donc pouvoir séparatiste. Donc on dit on décide pas LDP quitte le tabouret. Et puis les gens acclament. Ce sont des alphabètes. Il faut des gens comme les Mata Touré aujourd'hui pour réveiller la conscience de ces Ivoiriens-là. On n'a pas besoin de GPS, de PDCI, de je ne sais pas quoi, PPACI. On a besoin des Africains, des Ivoiriens unis face à cette situation. Parce que si on est en train de vouloir créer ça là, quand Ouattara va partir, qu'est-ce qui va se passer? Mais quand on n'est pas solidaire, quand on n'est pas pour la nation, on est pour des individus, on est pour des partis politiques, quand Ouattara va partir là, ça sera un affrontement entre les partis politiques. La question est réglée avec Mata Touré. Je vous laisse l'antenne. Merci bien. Merci beaucoup, monsieur Sylvain Glogué. Et je voudrais, bon, peut-être avant d'aller avec monsieur Camara, bon, qui s'est déconnecté un peu, il reviendra, ok, il est là. J'aimerais demander à madame Martha, et les manifestations qui ont cours actuellement ont lieu uniquement à l'extérieur, uniquement dans la diaspora. En Côte d'Ivoire,
personne n'est sorti, car personne ne peut sortir. Nous avions reçu ici M. Samba David le 8 octobre, jour de manifestation à Paris et un peu partout dans le monde contre cette même dictature de M. Ouattara. M. Samba David avait prévu une manifestation. Il a dû à la dernière minute, sous les menaces, annuler cette manifestation. Aucun Ivoirien, depuis en tout cas les 12 années qu'Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire de façon illégale, vous l'avez dit, et aucun Ivoirien ne peut sortir dans la rue pour exercer son droit constitutionnel de manifester contre l'exécutif ou même autre parti du pouvoir qui ne fait pas son travail. Et pour vous, que doivent faire les Ivoiriens? Je vois vous parler, vous faites des vidéos, vous dénoncez ces faits, mais vous dites les Ivoiriens, c'est un problème spirituel. Pour vous, c'est la spiritualité qui va régler ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Sous cette dictature, personne ne peut parler des centaines de milliers d'Ivoiriens à l'extérieur, des centaines aussi dans les prisons. Personne ne peut parler, tout le monde a peur. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Pour vous, comment peut-on régler cette situation? Merci, M. Zakofi, et merci à notre frère Grogué. Ça fait du bien de voir qu'il y a de plus en plus d'Ivoiriens, d'Africains qui convergent vers la même vision. Donc, pour répondre à votre question, M. Zakofi, avec ces voyous à la tête de notre pays, on ne doit rien négliger. Nous savons qu'il y a un aspect spirituel, il y a un aspect politique, il y a un aspect géostratégique, et il y a l'aspect que je peux dire France-africaine qui remonte à plusieurs années, voire même des siècles. Donc nous n'allons rien négliger. Quand on regarde aujourd'hui l'endormissement de beaucoup parmi nous, je me suis posé la question à savoir pourquoi. Et j'ai vu que la religion nous divise énormément. Moi, ma mère est nordique, mon père est sudiste, et de part et d'autre, soit je me fais accepter, soit je me fais rejeter, et c'est dû à la religion, à la spiritualité. Non, là, il va falloir séparer religion et spiritualité. À un moment donné, j'ai compris en fait. Donc, il y a des personnes qui m'ont contacté pour, quand mon numéro a été rendu public, pour l'organisation de cette marche. Donc, la première phrase, c'est bonjour. Et la phrase d'après, je suis chrétien. Je dis, ok, vous êtes au moins africain, ivoirien. On me dit oui. Donc, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi le fait d'être chrétien pouvait être au fait de défendre son pays. Et plus j'avançais, plus je me rendais compte qu'en fait, la religion pouvait être bon pour nous comme pouvait être mauvais pour nous. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Et quand on parle d'aspect spirituel, ça inclut la religion et ça inclut d'autres pratiques. J'entends des gens dire, oui, Ouattara nous a bassé parce qu'on ne va pas sortir. Et là, je leur dis, à partir du moment où tu acceptes ça, c'est que tu te maudis toi-même. Il y a une espèce de fainéantise aussi qui est installée et les gens prennent des prétextes bidons pour rester au chaud, pour ne pas avoir à manifester. Donc, c'est un aspect à ne pas négliger. D'où la raison de retourner toujours à l'éducation. Il faut vraiment qu'on se duque aussi bien sur le plan historique que sur le plan religieux pour savoir à quel dessein ces religions-là nous ont été imposées et aussi compter le nombre de morts qu'il y a eu par rapport à ces religions. Même quand on parle de Boko Haram, des djihadistes, comment peut-on expliquer le fait que des prétendus musulmans mettent à mort d'autres musulmans? Et quand on regarde tous ces faits, il y a un dénominateur commun, c'est la France. Il y a des djihadistes même qui ont parlé, qui ont dit ils sont armés, nourris, payés, entraînés, drogués par la France. Donc, autant nos ennemis ne négligent rien
pour nous déstabiliser, on ne doit rien négliger aussi pour nous défendre. Quand j'entends quelqu'un dire, oui, tu es de quelle ethnie ou tu es de quelle religion, c'est déjà une conversation qui va mener vers la division. Et j'essaie de ne pas tomber dans ce débat-là. Et je pense que chaque Africain devrait essayer de faire de même, de se reconnaître en tant qu'Africain avant toute chose. Ceux qui peuvent prier, mais prier uniquement ne suffit pas. Parce que même dans les Saintes Écritures, il y a tellement d'exemples qui montrent que David, par exemple, il ne s'est pas contenté de rester au chaud pour prier. Quand on regarde le prophète Mahomet, il ne s'est pas contenté uniquement de prier. Et quand on revient à notre spiritualité originelle, on voit que c'est sur base de spiritualité originelle que l'Afrique était au summum de sa quintessence. Et en nous reconnaissant nous-mêmes qui nous sommes, nous pouvons nous libérer, que ce soit sur le plan diplomatique, sur le plan spirituel, sur tous les plans. Et moi, je ne néglige absolument rien. Ce que je remarque, c'est que pour nous libérer, c'est simple. Il faut juste qu'on soit unis. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous unissent, plus que des choses qui nous séparent. Il faut qu'on reste focalisé sur ce qui nous unit. Et il faut aussi qu'on regarde le fait que le temps nous est compté. Ces pays qui nous attaquent, le cas de la France par exemple, quand on demande c'est quoi la richesse minéralière de la France, c'est du sel. C'est bien d'avoir du sel sur sa table à manger. Mais quand on regarde cette même France qui compte parmi les premiers détenteurs d'or, avec plus de 3000 tonnes d'or, et que des pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, qui extrait plus de 500 tonnes. 500 tonnes, c'est beaucoup. Imaginez juste une tonne d'or dans votre maison. Et tous les ans, ces pays-là extraient, le cas du Mali par exemple, plus de 500 tonnes par an, année après année, et que ce pays n'est même pas classé parmi les pays détenteurs d'or. Où se trouve cet or? Un pays qui n'a pas d'or dans son sous-sol, qui est classé 4e, un pays, un continent qui a plus de 70% de richesse de ce monde est appelé pays pauvre. Et ils vont même rajouter pays pauvre très endetté. Endetté par rapport à qui? Endetté par rapport à quoi? Et quand on se réfère à l'histoire, au moment où on se libérait, que ce soit à Haïti ou dans nos pays, il y a une chose dont on ne parle pas assez. Pour nous libérer, nous nous sommes battus. Nos parents, nos aïeux ont empoisonné les esclavagistes. Ces Européens-là, ils ne leur ont laissé aucun répit. Ils leur ont clairement montré, tant que vous nous maintenez enchaînés, vous allez mourir. Nous allons continuer. À chaque fois que nous allons vous empoisonner, nous allons vous rendre la pièce de leur monnaie. Ça a duré le temps que ça durait. Et ils ont vu qu'à long terme, ils ne pouvaient pas, parce que le maître esclavagiste, il n'avait pas la paix quand il dormait dans sa maison. Et ils ont trouvé un consensus. Et aujourd'hui, ils nous font croire que c'est eux qui nous ont libérés par humanisme, ce qui est absolument faux. Mais même après cela, c'est eux qui ont été indemnisés. Imaginez que je prends quelqu'un, toute sa famille, et je les fais travailler de force. Je me sers d'eux comme de la chair humaine. J'ai même la liberté de les vendre. Il y a même des haras. Ça veut dire qu'un hara, c'est un endroit comme là où on met les chevaux, là. On fait accoupler les femmes. Ça veut dire que l'esclavagiste, il appelle ses voisins pour venir violer toutes les femmes, peu importe leur âge. Et le but, c'est de les mettre enceintes, faire des bébés qu'ils vont vendre. Je parle de nous, les Africains, à qui on a fait ça. Et quand on a réussi à nous libérer de ça, il y a eu une espèce de consensus comme quoi il faut dédommager ceux qui nous ont arrachés à nos terres ou ceux qui sont venus nous dominer, nous envahir sur notre propre terre. C'est eux qu'il fallait payer. Tant
comment est-ce que ça peut retentir ça dans la logique? Parce que quand on en parle à d'autres peuples, y compris les descendants de ces peuples-là, ils ne connaissent pas cette histoire. Et quand on leur montre des preuves factuelles, ils sont sidérés. Ils disent, mais comment est-ce possible? Et au milieu de tout ça, nous sommes encore là. Hein. C'est vrai qu'on n'a plus les chaînes au cou. C'est vrai que nos enfants nous sont arrachés de différentes manières à travers les jugements, à travers des choses comme ça. Et là, c'est difficile encore de compter sur nous-mêmes pour y arriver. Et on nous dit que nous devons collaborer avec ces pays-là. Nous devons toujours avoir quelqu'un parmi nous qui va se faire passer comme étant avec nous et qui va nous soumettre à cette domination. Pour moi, c'est simple, hein, M. Isaac Kofi. Il faut en découdre. Il faut se séparer, en fait, complètement. Et nous avons la possibilité de le faire. C'est une décision ferme. Et nous allons le faire. Spirituellement, nous allons le faire. Historiquement, nous allons le faire. Militairement, il faut le dire. Parce que la liberté s'arrache. La liberté s'arrache. Il ne faut pas qu'on soit là. Oui, les marches pacifiques, tout ça. Les marches pacifiques seront faites par nos mamans, par la société civile. Et pendant que nous faisons ça, les historiens feront leur part pour éduquer la population. Pendant ce temps, les militaires, le frère Grogué a bien expliqué le rôle d'un militaire. Nous avons vu pendant les deux guerres, si les militaires occidentaux étaient forts, ils ne seraient pas venus kidnapper des millions de jeunes Africains. Moi, mon père a été pris dans son village. Son père et sa mère ont dit qu'il était mineur. Et le blanc a dit que non, il était majeur, dans le but de le prendre de force pour l'amener mourir pour une cause dont il ignorait même pourquoi. Il y a certains ils étaient 4, il n'y a que 2 qui sont revenus, sans être récompensés ni rien. S'ils étaient forts, ils ne seraient pas venus prendre des Africains pour aller les défendre contre une guerre qu'ils ont même créée entre eux. Et quand on regarde là où va l'humanité, M. Isaac Kofi, vous avez cité le cas des Amérindiens, du peuple natif de ce continent où je me trouve en ce moment. C'est des gens qui ont accueilli des navigateurs qui étaient censés aller à l'Est, c'est-à-dire en Asie, qui se sont perdus et qui ont fait naufrage sur ce continent-là. Ils les ont tirés de l'eau, ils les ont soignés, nourris, et en guise de remerciement, ces navigateurs, ces Européens, les ont tués. Et ils célèbrent ça chaque année, ils appellent ça Thanksgiving. De dire merci à Dieu de leur avoir donné cette terre. Il faut juste connaître l'autre en face, de savoir son degré de maladie. Parce que ça célèbre aussi le Black Friday, où nos ancêtres ont pris comme de la marchandise vendue, et ceux qui n'ont pas pu être vendus étaient tués. C'est une réduction des prix, et ceux qui se précipitent pour aller, c'est des non. Je me dis, mais attends, tant que nous ferons ça, nous condamnons nous-mêmes à perpétuer ces crimes. Chaque commémoration de ce qu'ils appellent la Thanksgiving, tous les peuples mélanisés devraient se lever, peu importe si tu es natif amérindien, asiatique ou africain, parce qu'ils nous mettent tous dans la même boîte. Aujourd'hui, ils ont réussi à le faire aux États-Unis. L'Afrique a résisté pendant 700 ans. Nous continuons de résister, mais combien de temps encore allons-nous continuer de résister? C'est que spirituellement, nous sommes très forts. Je sais aussi que humainement, nous avons cette force-là par le fait que nous sommes le premier peuple, le premier prototype humain. Donc, ça veut dire que la souche, là, c'est nous. C'est pour ça qu'ils ne réussissent pas encore. Mais ils peuvent réussir si on se laisse aller. Ce qu'il faut faire, il nous faut imposer le respect. Comment imposer le respect? En se connaissant nous-mêmes, en nous mettant devant eux pour dire, hey, voici ce que nous sommes. Nous ne sommes pas vos esclaves, nous ne sommes pas vos subordonnés, c'est l'inverse. Nous sommes la souche de l'humanité, nous sommes le continent le plus riche. Et si en plus de ça, nous nous éduquons,
Ça, c'est une arme très puissante. Donc, M. Isaac Kofi, pour répondre à votre question, il ne faut rien négliger. L'aspect spirituel, l'aspect éducatif, l'aspect économique. Économique, il faut leur mettre la pression aussi. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en allant brûler les intérêts français, ça va aller vite. Mais les militaires doivent faire leur part. Ce n'est pas le civil qui va aller prendre le risque d'enflammer toute la ville qui va le faire. On peut boycotter leur économie. Moi, par exemple, ici à New York, quand je vais au supermarché, j'ouvre bien mes yeux. Tout ce qui est made in France, je n'achète pas. Il y a toujours des mêmes produits qui sont faits dans différents pays. Je fais le choix. Donc, on peut aussi le faire en Côte d'Ivoire. Nos parents faisaient eux-mêmes leur propre yaourt. Moi, je me rappelle quand je grandissais, les yaourts, on ne les achetait pas. On faisait nos propres yaourts. On peut acheter directement chez les fermiers. Donc, il faut vraiment que chaque jour, on mène comme ça une action en faveur de notre continent, en faveur de notre propre pays, et qu'on se sépare, ça va être de façon progressive. Même sur le plan spirituel. Non, attends. Les faits ont montré qu'ils ne sont pas plus spirituels que nous. Hein. Ils ne sont pas plus religieux que nous. Il y a un gaz qui sent. Voilà. Et juste un instant, voilà, Madame Mata sera en notre compagnie. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, Monsieur, voilà, Sylvain, voilà, juste couper votre micro. Et Madame Mata, veuillez s'il vous plaît activer votre micro. Voilà, on ne vous entend plus. Voilà, juste, voilà, on conclut sur cette question et nous allons avancer. Voilà, donc allez-y, Madame Mata. Voilà, Monsieur Isaac Kofi, pour conclure, j'allais dire que voilà, que ce soit sur l'aspect spirituel, l'aspect médiatique, l'aspect militaire, l'aspect civil, il ne faut rien négliger. L'aspect éducatif, parce que pour moi, c'est la base de tout. Ils nous ont menti à travers les manuels scolaires. Comment comprendre que c'est des gens qui nous ont volés, qui nous ont vendus comme de la chair humaine, qui continuent de nous piller, qui écrivent notre histoire. Et nous sommes là. Moi, je vois beaucoup d'Africains qui se font appeler docteur, docteur, docteur. C'est bien beau ces titres-là, mais il faut aussi que ça serve. Il faut déjà qu'on arrive à imposer dans chacun de nos pays notre vraie histoire, à dire les choses telles qu'elles sont. Et que dans ce groupe de scientifiques-là, il n'y a aucun Européen, parce que c'est ce qu'ils essaient d'imposer aussi. Que ce soit vraiment l'Afrique qui parle d'elle-même et pour elle-même. Ce qui fera que les enfants qui vont prendre la relève seront bien éduqués, seront fiers de qui ils sont, seront fiers de leurs ancêtres et verront clairement le combat à mener. Nous, en Côte d'Ivoire, on nous a fait croire que nos ancêtres étaient des Gaulois. Mais quand tu arrives en France, face aux Gaulois, ils te rappellent qui tu es. Et il faut qu'on casse ce piège-là. Parce qu'un être humain, aussi fort soit-il, si mentalement il est faible, il sera soumis à plus petit que lui. Et la France n'est qu'un petit pays. Même quand on compare la France par rapport au Mali, la France est 4 fois plus petit et peut-être 100 fois plus pauvre que le Mali. Mais le récit est fait de sorte que les rôles sont inversés. Il va falloir faire table rase et que chacun reconnaisse sa place. Et il faut surtout imposer le respect. Merci beaucoup, Madame Mata. Tabula rasa, disent les Latins, sur ce que vous proposez dans les relations entre l'Afrique et la France. Je me tourne vers M. Kamara Daouda. M. Kamara, vous êtes encore en notre compagnie. Voilà, ok. Veuillez, s'il vous plaît, activer votre micro. Et vous avez écouté notre sœur, vous avez écouté aussi M. Sylvain Blogueux, qu'on va retrouver aussi tout à l'heure. Et faire table rase, aller de l'avant, ça signifie couper le cordon ombilical avec cette France. Et pendant les élections passées, l'élection présidentielle, et une fois de plus, qui a été volée par Alassane Ouattara, il faut dire les mots ainsi. Et votre leader, M. Guillaume Soro, avait dit, je vais asseoir Alassane Dramane Ouattara par terre et lui donner des conseils. Il a fait cette déclaration depuis la France et on n'a rien vu venir. On voit que
lorsqu'il y a des manifestations, par exemple, le GPS n'est pas trop actif sur le terrain. C'est M. Guillaume Soro qui a contribué en partie à ce que M. Ouattara vienne au pouvoir. Donc, il est parti du problème. Donc, il peut aussi être partie de la solution. Jusque-là, comme nous le disions tout à l'heure, aucune manifestation n'est possible en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien ne peut sortir au risque de perdre la vie ou de se retrouver tout simplement en prison. Et vous, qui êtes un des collaborateurs de M. Guillaume Soro, quel message vous avez pour le peuple? Et surtout, parlant de ce dont parlait notre sœur tout à l'heure, il faut faire table rase. M. Guillaume Soro, on le dit, il est en partie comme une pièce de rechange pour la France, qui propose aussi M. Tidiane Thiam et d'autres personnes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit rompre totalement avec la France et puis recommencer une nouvelle collaboration multipolaire, pas seulement orientée vers la France, mais vers tous les autres pays? Donc, il y a deux questions, ou une question avec deux volets. Moi, je vais être vraiment clair avec vous, c'est que moi, je ne suis pas dans cette philosophie de France-phobie. France-phobie. Voilà, moi, je ne suis pas dans ça. Parce qu'un combat doit se situer dans un contexte. Tout à fait. Un combat sans fin n'a pas d'avenir. C'est quand même important. On peut pas... il faut faire la différence entre la politique des autorités françaises et le peuple français. Nous sommes liés par l'histoire. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et l'Afrique n'est pas le seul continent qui a été colonisé. Et la bombe chimique a été larguée à Hiroshima. La bombe atomique. La bombe atomique. Et le Japon a avancé. Voilà, malgré ce drame historique qui ne s'est pas encore passé une deuxième fois depuis l'histoire de l'humanité. La Chine, tous ces continents, l'Inde, ont tous vécu. Moi, je ne suis pas de cette philosophie où il faut toujours ressasser le passé. On n'oublie pas, ça fait partie de notre mémoire. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un travail de mémoire. Mais le travail de construction appartient à la population africaine. Madame Touré a dit quelque chose tout à l'heure pour moi qui est fondamental. Est-ce que nous, Africains, on se voit en frères? Oui. Parce que la côte sensible qui déstructure l'Afrique, c'est ça. C'est l'origine, c'est la religion, c'est la nationalité, c'est l'ethnie. Et donc, tant que nous n'avons pas dépassé ça, même la France que vous voyez, il y a des villes françaises qui étaient entièrement allemandes. C'est des noms, les noms que vous attendez, les Strasbourg, les noms que vous attendez, c'est des noms à connotation allemande. Ça veut dire que même la Belgique que vous voyez là, il y a eu un temps, pendant 2 ans, la Belgique n'avait pas de gouvernement, pas de premier ministre. Parce qu'il y a une partie française et une partie flamande. Quand vous arrivez en Belgique, vous allez trouver une partie suisse, vous allez trouver une partie hollandaise, vous allez trouver une partie allemande, vous allez trouver une partie... Il y a tout ça. En Italie, c'est la même chose. En Suisse, c'est la même chose. Parce que moi, je me suis intéressé à tout ça. Je suis en France, j'essaie de comprendre un peu l'histoire de la France. C'est quand même important, l'histoire de l'Europe. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont réussi? C'est de ça, Mme Touré est en train de parler. Ils ont réussi à transcender ces divergences-là. Au lieu de considérer ça comme étant un élément pour les diviser, ça devient un élément de consolidation de leur unité nationale. Pour que nous puissions faire face aux défis, elle a relevé des éléments, les intervenants ont relevé des éléments pour moi qui sont fondamentaux. L'Afrique est un scandale géologique. Nous sommes riches en sous-sol. Mais quand on a des dirigeants, ce ne sont pas des Français qui sont à la tête de nos États. Même si on dit la France a installé tel, mais est-ce que c'est des soldats français qui descendent sous nos cieux pour aller installer? En fait, il faut qu'on arrête de fuir le débat. C'est ça la réalité. C'est ça les faits. C'est d'autres Africains qui blacklistent d'autres Africains. C'est d'autres Africains qui font du mal à d'autres Africains. C'est ça la réalité. Et donc, si nous voulons véritablement une indépendance véritable de l'Afrique,
C'est comme le peuple d'à côté ont pris leurs responsabilités. Ils sont descendus dans les rues, ils se sont manifestés jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Quand les gens parlent de ceux du président Laurent Gbagbo qui était au pouvoir, on doit le faire revenir. Mais, au fait, moi je pense qu'on est prêt à ce stade. Dès lors que le président Laurent Gbagbo lui-même est revenu en Côte d'Ivoire, il allait à la présidente de la République valider la présence de M. Alassane Ouattara. À partir de ce moment, c'est encore un autre débat. Les législatives, pour parler des élections passées. En fait, nous-mêmes, quand on se regarde là, il faut qu'on se dise la vérité. Les élections passées, en 2020, il y a eu des élections qui ont été contestées par la population ivoirienne. Et il y a eu des conséquences dramatiques pour le peuple de Côte d'Ivoire. N'est-ce pas cette même opposition qui est allée accourir, aller à une table de discussion, qui a accouru, aller participer aux législatives et qui vont... L'opposition, voilà. Et en son temps, l'opposition avait dit le pouvoir exécutif est différent du pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif a été braqué, mais ils peuvent aller faire l'élection pour le pouvoir législatif. C'est ça qu'on appelle le langage de la duplicité. Quand l'année est gâtée, là, on ne demande pas le moi. Est-ce qu'aujourd'hui, là, il y a... Quels sont les acquis qu'on a? On n'a rien du tout. Parce que cette opposition avait dit qu'on va pour aller récupérer le Parlement entre les mains de M. Ouattara et le contraindre à un partage du pouvoir. C'est ce qui a été dit. Cette même opposition-là, où Afin Guessa est candidat dans son village, cette même opposition aligne des candidats entre le même Afin Guessa là-bas. Cette opposition n'arrive même pas à asseoir son unité. Parce que la dame Touré a dit des choses qui sont fondamentales. On ne peut pas faire front commun sans une unité d'action. Mais quand on pense PDCI, on pense GPS, on pense non c'est Bédié qui va prendre le pouvoir, non c'est Gbagbo, non c'est... Quand on est dans cette logique-là, c'est ça que le gouvernement là, recherche. C'est ça que le régime qui est en place là recherche. Que l'opposition n'arrive pas à consolider une base politique, une base de mobilisation. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est quoi? Les jeux qui sont... Vous le savez qu'il y a des gens qui sont en prison. Nous le savons tous que la même opposition a demandé au boycott actif des élections de 2020 et ont accouru sans même obtenir gain de cause, aller aux législatives. Certains même sont devenus aujourd'hui des griots, ils se battent même sur le poste de vice-président parce que la guerre qui est menée est une guerre de positionnement. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas m'asseoir et puis j'ai dit non, c'est la France. Non, c'est la France. Moi, je ne suis pas dans ce combat. Le combat où je ne me remets pas en cause. Où je ne me remets pas en cause. Parce que je n'ai pas encore vu un soldat français avec une calache dans les rues d'Abidjan en train d'escorter un président par les États-Unis. Et c'est arrivé. Excusez-moi de vous interrompre, c'est arrivé. C'est ce combat, c'est cette vérité humiliable que la quasi-totalité des panafricains refusent d'admettre. Monsieur Camara. Nous-mêmes là, on ne cherche à tirer les conséquences de nos éléments, de nos contradictions. C'est ça la réalité. Voilà, Madame Touré dit, c'est arrivé que l'armée française escorte un président pour aller l'installer, en l'occurrence Alassane Ouattara. En 2011, vous voulez dire, c'est la France qui a mené l'opération qui a permis. Oui, je suis d'accord, même en 2020. Même en 2020. Merci. C'est très grave de nier. Le débat risque de prendre un autre sens. Parce qu'on ne va pas s'en sortir. Le débat a déjà été mené. Le débat sur cette question-là a déjà été mené. Et l'objectif de la communication de ces soirs-là, comment faire pour s'organiser, pour se réorganiser, se structurer, et faire face aux nouveaux défis qui se présentent à nous. Parce qu'on sait que le passé là nous divise. C'est parce que le passé nous divise qu'aujourd'hui il y a certains qui ont soutenu Alassane Ouattara hier, qui sont aujourd'hui opposés à lui,
Mais ça ne nous enlève en rien la véracité et la réalité de notre passé. Maintenant, si on veut s'aimer là, il faut qu'on se regarde droit dans le jeu, qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, moi, je vous l'ai dit dans ma communication, quand le président Gbagbo signait le décret pour aller aux élections, là, ce n'est pas l'armée française qui est venue lui obliger à signer le décret. Il a pris son stylo, il était conscient que le pays était divisé en deux, il était conscient qu'il n'avait pas 60% du territoire sous son contrôle, il était conscient qu'il y avait une armée qui échappait totalement à son contrôle. Il a pris le stylo, il a signé le décret, il allait aux élections. Maintenant, la suite là, des événements là, on est tous témoins, on a tous vu ce qui s'est passé. Donc la réalité c'est quoi? Il ne faut pas qu'on se perde en conjecture, qu'on se fixe des objectifs de manière claire, si on veut être efficace dans l'action. Moi, je suis un homme qui est en harmonie avec ses objectifs et avec sa conscience. Je ne rentre pas dans un combat sans fin. C'est-à-dire, Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire, il est allé à la présidence. Il est allé là, il a validé le 3e mandat. Il a envoyé ses partisans participer aux élections. Il a participé jusqu'à aujourd'hui. Même le président Bédié a accordé à son parti de participer aux législatives. Le seul parti qui est resté constant dans sa position, c'est Générations et Peuples Solidaires. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas participé à une seule élection parce qu'elle est restée constante dans sa posture. Maintenant, moi, je veux qu'on me dise, après avoir participé à ces différentes élections, après avoir participé au dialogue politique, quels sont les acquis? C'est les questions de fond aujourd'hui qu'on doit poser. Donc moi, je ne suis pas dans cette logique où c'est la France qui a envoyé des soldats pour venir faire ci, pour venir faire ça. Quittons dans ça. C'est pas ça l'enjeu d'aujourd'hui. Le combat d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Oui, Madame Mata, je vous écoute. Ok, Monsieur Camara, j'aimerais rebondir très vite sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit, Monsieur Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Il s'est rendu en juillet au palais présidentiel, rencontré Alassane Dramane Ouattara. Il valide ainsi son pouvoir. Il valide le 3e mandat, le premier mandat selon Alassane Ouattara et ses partisans, le premier mandat de la 3e République. Donc, M. Gbagbo a reconnu ce mandat de la 3e République. Donc, il s'est accepté une deuxième candidature ou un deuxième. C'est ce que j'ai dit. Bon, j'en déduis. Parce que le premier mandat est validé, le deuxième sera validé. De ce que vous faites. Moi, je vais vous dire une chose. Ouais. Ça, je suis en train de vous faire une philosophie. Tout à fait. Philosophie. S'il y a un premier, c'est qu'il y aura un deuxième. Un deuxième, tout à fait. Quel est le débat aujourd'hui? Quel est le débat aujourd'hui? Même au PDCR. Exactement. C'est la question que j'allais vous poser. Quels sont, selon vous, l'objectif qu'on devait se fixer pour faire évoluer la situation? Ces objectifs. D'abord, je reviens à quoi? C'est que il y a une réalité aujourd'hui qu'il y a. M. Ouattara, avant d'être candidat, avait dit, prononcer un discours à Yamoussoukro. Ouais. Si ceux de ma génération sont candidats, alors je suis candidat. Je serai aussi candidat. Et c'est pas si vous comprenez. Tout à fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, nous-mêmes, là, le débat à cours, la candidature du président Gbagbo est déjà même déclarée. Tout à fait. Pour 2025. Mais la Constitution n'autorisait pas M. Ouattara à être candidat. Vous savez, quelqu'un qui fait un 3e mandat et qui dit que c'est le premier mandat de la République. Hein? Donc, est-ce que tu penses que lui, il peut s'empêcher d'être candidat en 2025 si Gbagbo et Bédié sont candidats? Parce que le problème de M. Ouattara, c'est qui? C'est Gbagbo et Bédié. C'est-à-dire, lui, il ne remettra jamais la Côte d'Ivoire entre les mains de Bédié et de Gbagbo. On n'a qu'à se dire les choses de manière claire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si M. Gbagbo est candidat en 2025? Moi, et ça a été mon combat du départ.
et je n'ai pas changé. Gbagbo a été président, Bédi a été président, M. Ouattara est encore président. Et que, ça dit, l'épisode de cette génération-là se ferme avec M. Alassane Ouattara. Ouais. C'est-à-dire avec ce qu'il est en train de faire. Et qu'on rentre dans une phase de renouvellement générationnel de la vie politique en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Qu'à l'intérieur des partis politiques, qu'on laisse émerger de nouveaux candidats, qu'on laisse émerger de nouvelles volontés de candidature. Et que de manière claire, parce que n'oubliez pas que les partis sont inféodés à ces leaders. C'est-à-dire, chez Gbagbo, là, c'est Gbagbo. Chez Bédié, là, toi-même, tu sais, même s'il est candidat 100 fois, il va gagner. Chez Ado, RADP, là, même s'il est candidat 100 fois, il va gagner. Donc, les partis sont inféodés à ces leaders-là. Qu'est-ce que nous, on fait pour amener à l'intérieur de nos partis vraiment la retraite politique de nos anciens? Je sais que ça ne plaît pas à certains, mais il doit quand même y avoir des gens intelligents à l'intérieur de ces différents partis politiques. Maintenant, si nous-mêmes, on fait la promotion, on mène le débat, on dit Gbagbo doit reprendre le pouvoir. Alors qu'il y a 10 ans, il y a 12 ans, ce débat a été mené. Il y a eu un duel entre M. Ouattara et Gbagbo. Que ce soit sous intervention internationale ou de la rébellion, une chose est sûre, celui qui a présidé au destiné de la Côte d'Ivoire depuis 2010 jusqu'à ce jour-là, il s'appelle Alassane Ouattara. Gbagbo même est venu là, il a reconnu cela. Il a appelé monsieur le président. Les trois se sont rencontrés. Et moi, je lis ça, le Benjamin, le cadet, et puis le seigneur ou bien quoi, comment ils s'appellent entre eux là, ils ont fait leur déclaration. Nous tous on a vu. Maintenant, si Gbagbo dit les candidats, Bédé dit les candidats, mais c'est quoi là? Mais attends, c'est comme quelqu'un qui a besoin d'une belle femme, et puis toi-même tu prends, tu viens déposer dans sa chambre. Donc c'est comme nous-mêmes là, on rend le terreau farci, on donne des arguments. On a l'impression que vous défendez, voilà, vous dites, il faut un changement générationnel. Bon, si la Constitution a fait sauter le verrou de l'âge, naturellement, quelqu'un même qui a 100 ans, qui a encore ses facultés, peut être candidat. Ce qui ne donne pas l'autorisation à M. Ouattara, parce que selon la Constitution, c'est 2 mandats. Il y a un débat là-dessus aussi. Il y a un autre problème. Vous parlez des jeunes. Voilà, ok, allez-y. Et je poserai ma question plus tard. Pour vous mettre à l'aise. Oui. Je participais généralement dans les débats. Si tout à fait. Manquais, oui. Je ne participe plus. Parce que quand les gars du RADP me disent, viens, on va faire débat, je dis, mais je débat sur quoi? Oui. Moi, je veux débattre sur des principes démocratiques. Tout à fait. Et quand la règle devient, c'est-à-dire l'irréel devient la règle, moi, à partir de ce moment, je ne vois pas la raison pour laquelle je dois débattre. J'ai entendu Mme Touré dire tout à l'heure, les militaires doivent... Moi, je pense que ce n'est pas sur un plateau tel que ces genres de débats doivent être menés. Est-ce que vous comprenez? Parce que je vais vous dire une chose, même les militaires que vous parlez, ça dit certains, à travers ces déclarations, vous les mettez en mauvaise posture, mauvaise position, où ils ont des esprits. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Vous savez, la politique, il s'agit d'un pouvoir, hein. Il ne s'agit pas de être chef de village, il s'agit d'un pouvoir. Et un pouvoir pour PDCI, vous qui êtes cadre du PDCI qui avez fait le pouvoir, un pouvoir, c'est pas du jeu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça dit aujourd'hui, là, c'est ce que j'ai dit, l'opposition, là, son mea culpa, doit faire son mea culpa, se réorganiser, se restructurer, et puis faire un front commun. C'est-à-dire où on ne pense pas intérêt PDCI, on ne pense pas intérêt PPACI, on ne prend pas intérêt GPS. On ne nous ramène pas en arrière. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, là, moi je veux que nous, opposants, là, qu'on ne donne pas de raison à M. Ouattara d'être candidat. J'ai entendu un ministre, je ne sais pas, il est ministre de quoi, dire, si leur papa est candidat, nous aussi là, pourquoi nous on va se battre contre leur papa? Nous aussi là,
on va aussi positionner notre papa. Qui a donné argument au RHDP de permettre à M. Ouattara d'être candidat pour une deuxième fois? Tu penses que moi, je vais aller mener un combat comme ça? Si c'est un combat entre les vieux là, Bédi est candidat, Gbagbo est candidat, Alassane est candidat, si c'est leur droit, quitte la Constitution, mais ils ont le pouvoir d'être candidat. Mais moi, à partir de ce moment-là, je reste chez moi, j'observe et puis j'attends le temps de ma génération. J'attends le jour où Dieu va décider. Voilà, donc nous allons nous séparer. Voilà, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Merci beaucoup, Monsieur Camara. Merci aussi à Monsieur Sylvain Glougué et merci à Martha Touré en direct de New York et Monsieur Camara et Monsieur Sylvain depuis Paris. Merci d'avoir été là. Et ce que vous avez dit ici, voilà, je suivais les commentaires des web spectateurs et sûrement les téléspectateurs depuis leur domicile ont aussi apprécié. On reviendra là-dessus. C'est un débat très, très intense. Il faudra le débattre, l'ouvrir à beaucoup plus de personnes en attendant qu'on continue les marches aussi pour dénoncer la dictature et dénoncer les crimes qui sont commis sur le peuple de Côte d'Ivoire et les autres peuples.